bah, si tout le monde est là, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler à Monsieur Poujol, si tout le monde est prêt. Du coup, je vais entamer la discussion avec une question qui vous est adressée, Monsieur Poujol. Est-ce que c'est possible que vous nous racontiez votre parcours professionnel depuis votre formation à Tech Deco? Alors, je vais faire dans la simplicité parce que j'ai quitté Tech Deco en 95. Donc, c'était pas seulement le siècle dernier, c'était le millénaire passé, quoi. Euh, bon, mais en fait, pour faire rapide, moi, je pense que la première expérience professionnelle que j'avais eue, c'était sur le port de Bordeaux, quoi. Enfin, non, oui et non. J'ai fait un peu de maçonnerie avant, etc. J'ai essayé de gagner un petit peu d'argent. Comme ça, mais bon, on va dire expérience professionnelle avec un costard, etc. C'était vraiment sur un stand de vente directe de la vente. En fait. Je me souviens, on vendait des portails électriques. D'ailleurs, j'avais même forcé la main à des clients un petit peu trop. J'y étais allé en mode overkill et c'est vrai que bon, il y a des gens qui étaient un petit peu embêtés parce qu'ils se disaient oh mince, on a peut-être, enfin, je veux dire, on n'avait peut-être pas envie de l'acheter ce portail, donc ils ne savaient pas trop comment faire pour refuser la vente après coup, etc. Mais c'était très formateur, quoi. Enfin, c'est pour ça que je vais commencer par ça, en fait. Après, le stage international, excellent, à Tech Deco. J'avais fait ça, de la vente importe-à-pote aux États-Unis. Je parlais 3 mots d'anglais, quoi. Et je suis revenu, j'étais presque bilingue, quoi. En 2 mois, par contre, j'étais fauché, hein, mais on n'avait pas gagné ce qu'il fallait gagner, quoi. Mais c'était une excellente formation. C'était sur le terrain, c'était sur le tas, et c'était super, en fait. Après, bon, bah, ça a été la voie de Erasmus. Moi, je suis parti en Irlande du Nord dans la foulée de Tech Deco. J'ai bossé directement. À l'époque, c'était très facile de trouver un boulot. C'était au moment du Tigre Celtique. J'ai travaillé pour une compagnie aérienne qui s'appelait United Airlines. Et j'ai oublié de reculer mon appel. En fait, à l'époque, on avait l'armée. Et donc, j'ai fini finalement pendant à peu près 2 ans à l'armée en volontaire service dans les troupes de marine, quoi. Donc, c'était un peu particulier. Je je, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'était aussi très formateur pour d'autres raisons. Et enfin, je suis revenu en Irlande, où j'ai bossé pour une banque là, pendant plus de 8 ans. Où vraiment, là, je travaillais sur les lignes de crédit, c'est-à-dire qu'on était dans le cockpit de la banque, quoi. On voyait un petit peu à qui on donnait l'argent, comment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2015, je me souviens être allé voir mon chef, mon supérieur direct. Il leur a dit, mais on manque de liquidité, on va se prendre un mur, quoi. Et il m'a fait, assieds-toi, t'inquiète pas, je sais. 2005, je lui dis 2015, 2005. Donc, 3 ans avant la crise, on savait que ça arrivait, on n'avait plus de liquidité, il y avait une bulle immobilière qui était en train de se créer à Dublin, particulièrement en Irlande. Et donc, là, je me suis dit, bon, attends, dans 3 ans, tu perds ton boulot. Euh, euh, on faisait aussi du financement de films, en fait, mais on faisait du financement à zéro risque. C'est-à-dire, on faisait des assurances en fait, pour le film, des garanties, ce qu'on appelle de bonne fin. On faisait, euh, on va dire, on appelle ça du bridge finance, mais c'est en fait des prêts qui permettaient en fait à des productions d'assurer leur trésorerie, quoi. Donc il y a vraiment du risque zéro, quoi. Et effectivement, on faisait aussi du crédit d'impôt. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et il y a eu, j'ai employé une coach d'ailleurs à l'époque, parce que c'est vrai que c'était pas évident après 8 ans dans un moule un peu particulier qui est la banque. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et là, je suis revenu un petit peu aux racines. Et je suis revenu encore à Tech Deco, juste pour. J'ai pas préparé ça, hein, je vous le fais comme ça, hein. Il n'y a pas de script, je suis rien en train de dire. Et en fait, je me suis souvenu, c'est vrai qu'à Tech Deco, parce qu'on revient en enfance, on revient un petit peu aussi quand on était adolescent, à ses rêves. C'est pour ça, des rêves, c'est bien, hein. Il faut que vous les gardiez vos rêves et que vous essayez de les exaucer. Je pense que c'est très important. Et c'est vrai que je me souviens que ma thèse, le mémoire qu'on avait fait, en fait, de fin d'année à Tech Deco, j'avais fait un support audiovisuel, en fait. Alors, on bossait en VHS, hein, à l'époque. Un truc que vous n'avez pas connu à ma vie. C'est-à-dire, on mettait la VHS dans la caméra et c'était parti. Moi, je me souviens avoir fait des travelling d'un TGV. On avait programmé les heures. Et à telle heure, le TGV devait arriver. Il y avait
une prise. Parce que le prochain, il était 2 heures après ou 1 heure après, je ne sais plus. Et là, on était dans la voiture d'un pote et je lui fais, mec, il faut que tu partes de 0 à 90, quoi. On avait choisi une route qui était une route, il n'y avait pas de risque pour personne, hein, qui était un petit peu déserte en bord de voie ferrée. Et donc, je me souviens avoir fait le premier travelling de ma vie. C'était comme ça, au bord d'une voie ferrée. Et c'était un TGV. Il est quelque part, je ne sais même pas où est la cassette maintenant. Mais enfin, bref, c'était pour Tech Deco, puisque j'avais fait un truc sur les trains, sur la SNCF à l'époque, etc. Et donc, je suis revenu à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'était ça que j'avais envie de faire, en fait. Et c'était faire des vidéos, c'était faire du film, c'était raconter des histoires. Voilà. Alors, comment on fait ça quand on vient de la banque, quoi? C'est pas évident. Donc, j'ai commencé par une école de film. Je me suis dit, finalement, j'ai 3 ans. Je savais pas quand la crise allait tomber, en fait. On ne savait pas si c'était en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. Et donc j'ai commencé, j'ai fini l'école de film. On a eu de la chance, c'était le Hawkins Center for Film Studies qui était en Irlande. Et donc, on avait des patrons comme Grégory Peck, alors bon, ça vous dit rien peut-être, mais bon, c'était quand même assez balèze à l'époque quand l'école a été faite. Martin Scorsese est un des patrons, un des fondateurs, on va dire, de l'école, ça vous dit peut-être quelque chose. Neil Jordan, Jim Sheridan, c'était une très bonne école de film. En 1 an et demi, en gros, ils nous ont formés pour être ou écrivain, réalisateur, tenir une caméra, etc. Parce que ça s'improvise pas. Enfin, oui, ça peut s'improviser avec un iPhone aujourd'hui, mais si on veut vraiment faire du grand écran, tous les défauts se voient sur un grand écran. Sur un téléphone, on peut arriver à se débrouiller sans problème. Hein. Mais sur un grand écran, il n'y a rien qui passe. Hein. Vous avez une petite canette de coca au fond que les assistants ont oublié, vous la voyez. Hein. Donc, il faut être super rigoureux et il faut savoir ce qu'on fait. Donc, j'ai fait cette formation pendant que j'étais à la banque. J'ai eu mon master là-dessus en parallèle. Et là, je prends une année sabbatique. Et j'ai pris une année sabbatique qui est tombée en plein milieu de la crise, en fait. Et cette année sabbatique m'a emmené à Hong Kong, en fait. Et là, on va arriver bientôt à la fin, puisque j'arrive à Hong Kong, j'ai eu de la chance, je connaissais pas mal les services culturels irlandais. Donc, les services culturels irlandais ont engagé un Français, en fait, pour aller faire une étude sur le marché chinois à l'époque. Donc, c'était en 2008. Hein. C'était au moment juste après les Jeux Olympiques de Pékin, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme débouché pour eux, en tant que film indépendant irlandais, etc. Et donc, j'y ai passé 1 an. J'ai trouvé ça génial. C'était très facile d'approcher les gens ici à l'époque. Et j'ai réussi à les convaincre en 2010 de revenir avec 35 films et de taper fort et de dire, regardez, il y a du cinéma irlandais, il faut le vendre. On a eu 8000 personnes qui avaient regardé, c'était au moment de l'exposition de Shanghai, 8000 personnes ont regardé les films, pas sur Netflix, hein, en salle. Donc, c'est pas évident d'emmener 8000 personnes en salle. Bon, on y est arrivé, on a fait ça avec un gouvernement qui était quand même très rigoureux par rapport à ce qu'on pouvait passer ou pas. Enfin, bon, j'ai des histoires assez marrantes là-dessus, mais on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui. Et puis finalement, de fil en aiguille, bah, ça m'a ouvert énormément de portes, cette expérience. Et ça m'a fait basculer dans la production. C'est-à-dire, je suis passé de l'autre côté de la banque, c'est-à-dire là, j'étais en position où je demandais de l'argent aux gens pour pouvoir financer des films. Bon, il y avait aussi aide à la scénarisation, j'ai fait quelques boulots comme ça. Et puis en 2014, en fait, 2015, alors je vous passe certains détails, hein, mais 2015, j'ai été sur une production où j'ai amené d'ailleurs des gens qui ont investi en partie dans le film et ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que c'était une production à 12 millions de dollars quand même, qui est petit hein, pour une coproduction américaine, chinoise. Il y a à peu près 3 millions qui ont disparu, grosso modo, hein, à la louche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui est poursuivi en justice pour 1 million qu'on ne retrouvera jamais. Enfin, bref, personne, je ne sais pas où elle est partie, si c'est au Brésil ou au Venezuela, on n'en sait rien. Cet argent est perdu. Enfin, bon, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'avais presque même envie de jeter l'éponge. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, ça commence à me gonfler. Je vais peut-être autre chose à faire. Le monde a besoin peut-être d'autre chose que des films. L'énergie solaire, enfin, je sais pas. C'est quelque chose que j'avais hésité quand je suis parti de la banque. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'était énergie solaire ou cinéma. Bon, je suis allé avec le vieux rêve. Et puis, j'ai rencontré, au détour d'un chemin, un des éditeurs de Bitcoin Magazine. En fait. Donc, c'était fin 2014, début 2015. Et lui faisait déjà un doctorat en fait à Hong Kong et il m'a convaincu d'en faire un également et il m'a dit, tu sais, avec les problèmes que tu as, tu me cites sur ton industrie, tu devrais peut-être regarder la blockchain.
Alors, pour moi, Bitcoin, à l'époque, c'était Silk Road qui venait d'être fermé. Mongox, qui était quand même un hack énorme qui a coûté, qui a coûté 90% du prix du Bitcoin à l'époque et qui a coûté des dizaines de millions, hein, je veux dire, en argent qui a été complètement perdu et hacké. Donc les gens me disaient, mais non, mais c'est fou, ne fais rien là-dessus, c'est perdu d'avance, etc. Et moi, ce qui m'intéressait derrière, c'était pas tellement le pognon, c'était plutôt qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette technologie. C'est-à-dire, l'idée, c'était quand même de décentraliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'imagine qu'il y a peut-être des questions sur la blockchain, mais l'idée, c'était quand même de décentraliser des systèmes qui étaient très centralisés et qui invitaient pas mal de corruption, notamment ce qu'on avait pu voir sur la production. Et donc, et à ce moment-là, bon, je me suis mis sur un cursus de 4 ans en doctorat, où j'ai terminé avec UCLA à Los Angeles, terminé, on a publié le bouquin, et je me suis dit, bon, ça serait dommage d'en rester que sur la théorie. Je me suis dit, il faut y aller, faut faire un truc pratique. Et donc là, j'ai créé Lumière, j'ai trouvé les gens, au fur et à mesure, on a bâti une équipe, et on a commencé à soutenir le cinéma, et ça s'est terminé en 2019 avec le soutien du film Papicha qui a quand même fait 260 000 entrées, je crois, en France maintenant. Mounia Medour, donc excellent premier film. D'ailleurs, on en fait un autre, un deuxième. On va peut-être les soutenir. On va couper ça au montage. Mais enfin, il n'y a rien de sûr. Mais en tout cas, c'est une femme fantastique, hein. Et d'ailleurs, son actrice principale, Lina Coudry, les producteurs, Xavier Jans, Grégoire Gensolen et les coproducteurs sont extra. Ce sont vraiment des gens, des pionniers, en fait, hein, dans le cinéma. Se sont ouverts à certaines des solutions qu'on avait. Ils ont eu le courage, on va dire, de sauter dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, bon, on a commencé. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est en train d'exploser maintenant. Et donc, on fait partie de cette vague. C'est un peu comme du surf, quoi. Alors, il ne faut pas qu'on se casse la figure, mais on est en train de prendre une vague, en fait. Et cette vague, c'est une vague transformatrice pour le cinéma, qui, comme on l'a dit avant, est en train quand même de mourir, hein. Je veux dire, même Netflix, c'est juste une solution transitoire. Ça va pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu de Covid, Netflix serait fait racheter par un studio, certainement. Ils ont un business model qui est très faible pour l'instant. Ils ont beaucoup d'argent parce que grâce au quantitative easing, ils ont récupéré beaucoup d'argent, mais c'est pas un système. Peut-être je me trompe complètement, mais s'ils se réinventent pas, s'ils font pas quelque chose derrière, ils vont pas pouvoir continuer juste à abreuver les gens de contenu qui est en train quand même de diminuer en qualité, quoi. Faut être honnête. Amazon Prime, eux, ils font de la qualité, quoi. On sait pourquoi c'est Prime, quoi. Netflix, moi j'ai vu dernièrement des choses qu'ils faisaient, j'ai dit mais je faisais mieux quand j'étais en école de cinéma, quoi. Voilà un peu le cursus, donc voilà où on est là maintenant, on est dans l'inconnu, on est à un carrefour où on essaie de se projeter, mais on peut pas se projeter à plus d'un ou 2 ans en avance, quoi. Peut-être les choses sont tellement incertaines qu'on travaille à la lampe torche, quoi, un peu. Ok, d'accord. Par rapport à votre formation et du coup vraiment à ce qui nous lie tous ensemble, donc Tech Deco, est-ce que dans votre quotidien, vous avez toujours des petits moments qui vous font penser à Tech Deco où vous vous dites ah oui, ça je l'ai appris à Tech Deco ou ça c'est grâce à mon expérience à Tech Deco? Bah déjà, on est ensemble aujourd'hui, quoi. C'est pas mal. c'est, c'est la preuve même que, bah voilà, j'ai jamais perdu ça de vue. Alors, je suis passé par pas mal d'universités, hein, pas mal de choses. Bon, chaque université sa spécificité. Mais Tech de cours restera quand même, comme ils disent en Chine, en fait, un voyage de 1000 km commence avec un premier pas. Ben, en fait, Tech de cours, ça a été le premier pas, euh, clairement. Donc ça, je ne peux pas l'oublier, quoi. Euh, et c'est ce qui m'a quand même pas mal construit, quoi, en fait. C'était l'époque où tout était possible. D'ailleurs, allez-y, hein, c'est l'école où tout était possible. Tout est possible, hein. Vous avez pas, enfin, vous avez certains ont plus de contraintes que d'autres, mais je veux dire, vous avez pas tellement de contraintes comparé à ce qui vous attend peut-être, quoi. Donc allez-y, foncez, hein. C'est le moment d'expérimenter, c'est le moment de faire des choses, de voir ce que vous aimez faire. Et donc voilà, ça, Tech de Go, par exemple, c'était bien parce que ça m'a permis de développer ce côté-là. C'est-à-dire, c'est quand même une formation assez généraliste, mais à la fois très pointue dans chacun des secteurs.
et dans chacun des modules. Et je pense que ça m'a permis de garder l'esprit assez ouvert, en fait, après. C'est-à-dire, on peut partir en politique si on veut, hein, après TechDeco, on peut partir en commerce, on peut partir à l'armée si on veut partir à l'armée, on peut fonder sa propre boîte, on peut. Finalement, c'est quand même c'est une belle plateforme pour apprendre à se connaître, en fait, et à connaître ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, donc ça, d'une certaine manière, TechDeco, ça reste un petit peu, je ne vous dis pas comme ça, hein, mais c'est vrai que ça reste dans le cœur, forcément. Et puis, il y a plein de choses qui pratiquement aident. Moi, la vente, je veux dire, finalement, je ne l'ai pas à TechDeco, quoi, directement. Hein. Il y a pas... Alors après, il y a eu des stages, mais c'était quand même sous TechDeco. Et des fois, j'y repense en rigolant, je me dis, tiens, il est en train de me faire le coup de... Enfin, il est en train d'essayer, quoi. Et après, il y a des matières que peut-être vous détestez. Alors, je ne sais pas trop quel est le cursus, il a dû changer depuis que j'étais à TechDeco, mais il y a des matières où vous pensez qu'elles sont insignifiantes et après, elles prennent toute leur puissance, quoi. Je me souviens, on avait, alors malheureusement, il est parti maintenant, mais il y avait un enseignant qui s'appelait Xavier Noël et qui faisait des cours d'organisation. Alors, les gens ne comprenaient rien. On était obligé d'apprendre tout par cœur sans rien comprendre à ce qu'il racontait. Et puis, en fait, plusieurs années après, mais je vous parle 5 ans facile, hein, c'était du long terme. En fait. C'est une espèce de bombe à retardement, quoi. Bon. Et 5 ans plus tard, en fait, on fait ouf, ah ouais, c'était puissant, en fait. Donc, il y a des trucs comme ça. Voilà. Et c'était quelqu'un de très. Alors, je ne sais pas qui a repris les cours d'orga maintenant, mais c'était quelque chose de très puissant et c'était un personnage. C'était quelqu'un de. Qui inspirait quand même. Comme la plupart, voilà. L'autre chose aussi, c'est je pense que tous les enseignants que j'ai connus à TechDeco, ils inspiraient. Alors chacun avait sa personnalité, personne n'est parfait, mais je pense que c'était très, très. Il y avait beaucoup d'inspiration. Ouais. D'accord. Et pour clore un petit peu le sujet de la formation, est-ce que vous avez un meilleur souvenir à TechDeco qui restera, enfin le souvenir qui représente TechDeco? Aux statistiques. J'allais dire, ouais, voilà, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ouais, je sais pas, j'ai plein de souvenirs. Hein. Je vous ai parlé du travelling là pour le mémoire. Clairement, on était, bon, maintenant je pense qu'il y a prescription, mais on était au-delà des limites de vitesse. Hein. Le week-end intégration, je sais pas, c'est ce que vous attendiez. Non, je plaisante, mais c'est vrai que on a. Je sais pas, c'est vraiment une foule de souvenirs. C'est difficile de vous en détacher. Hein. C'est difficile, vous me posez une colle en fait. Quel est le meilleur souvenir de TechDeco? Il y en a tellement en fait. C'est une sélection de souvenirs. Je pense que c'était je vais être un peu généraliste finalement. Mais c'est les gens qu'on a rencontrés, les gens avec qui on est resté en contact. Vraiment, enfin bon, on était très soudés. Hein. Je sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y avait vraiment dans les promos, c'était pas juste les groupes, c'était vraiment la promo entière, on était très soudés. Et ça a commencé au week-end d'intégration qui était quand même, je veux dire, c'était pas un bizutage, quoi. Hein. Ce qu'on avait, c'était très, très soft, quoi. On était plutôt, moi je me souviens, je m'étais retrouvé attaché avec une fille, et je sais plus comment ils nous avaient attachés, on était restés la journée entière, on était devenus très potes, quoi. Je veux dire, même peut-être un peu plus d'ailleurs, mais bon. Et, ouais, je veux dire, c'était très sympa, quoi. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Et il y avait une espèce d'ambiance où ouais, les gens faisaient leur boulot, quoi. On était là quand même pour bosser, mais à la fois, il y avait un côté très. Alors, je sais peut-être, c'était peut-être l'époque aussi, hein, très insouciant, les années 90. Mais c'était vraiment cool, quoi. Et en fait, le souvenir, c'était TechDeco. Si vous me demandez mon meilleur souvenir, mais c'était TechDeco dans son ensemble, en fait. Je pense que j'ai pas vraiment eu de grosses déceptions, quoi. Ouais, des fois, on se plante peut-être sur un examen ou un truc comme ça, où on fait pas exactement ce qu'on voulait faire. Mais dans l'ensemble, je pense que TechDeco, c'était ça le souvenir. C'était l'ambiance. C'est une foule de choses, en fait. Ok, ben, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la blockchain et comment est-elle utilisée? Alors, la blockchain, je vais essayer de ne pas être trop embêtant parce que ça n'a rien de sexy, hein, au passage. Hein. Et puis, c'est même pas Elon Musk. Hein. On n'est pas en train d'envoyer on n'est pas en train d'envoyer des fusées dans l'espace, quoi.
Mais par contre, ce qu'on essaie de faire, on essaie de régler des problèmes sur la Terre avant. Mais bon. Après, il faut savoir quand même que c'est une technologie à double tranchant, hein. Et c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement. C'est qu'en réalité, bon, qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est tout simplement en fait un tableur géant, base de données géante, fractionnée, qui permet en fait à tout le monde, en théorie, de pouvoir avoir une information qui soit partagée, sur lequel ça devient très compliqué en fait de pouvoir corrompre le système. Et il y a un système de gouvernance décentralisée qui m'intéresse pas mal aussi de nos jours et qui évite justement la concentration théoriquement du pouvoir et du capital au départ. Voilà, dans la philosophie du truc. Alors, par exemple, je ne vais pas vous le faire Wolf of Wall Street, mais un stylo. Vous avez un stylo, imaginons que ce soit plutôt une somme d'argent, quoi. Bon, Bernard, que je connais bien, cette somme d'argent, j'ai plutôt envie de lui donner à lui, et puis on va éviter les taxes, on va éviter tout un tas de choses. Et en fait, bah, cette somme d'argent, du cash par exemple, je vais lui donner, mais je ne vais pas lui donner en ligne, hein, quand même. On va aller se retrouver dans une salle à côté, en fait, je ne suis pas vraiment à Hong Kong d'ailleurs, et puis je lui donne le cash. Et vous n'êtes pas au courant, personne n'est au courant, en fait, et voilà. Et ça fonctionne depuis des années. Les cartels de drogue en profitent, tout le monde en profite, quoi, en fait. Les gens qui font passer les taxes sur le côté, et notamment des grosses entreprises aussi certaines. Enfin, bon, bref. Alors, qu'est-ce que fait la blockchain? Ben, la blockchain, en fait, c'est que vu qu'on est en permanence plugué, quoi, si je lui donne à Bernard ce stylo, enfin ce stylo, c'est une somme d'argent, ça représente une somme d'argent, ben, vous allez tous le voir, quoi, en fait. Donc là, on est dans du Panama Papers en direct tout le temps. Donc il arrive un moment donné où il y a quand même des lois et où ça devient très compliqué de corrompre le système. Ça, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on va pas avoir le temps de discuter aujourd'hui, mais qui font que c'est quand même très compliqué de mettre ce système en place. Parce que tout un tas de choses. Il y a quand même des problèmes écologiques qui sont en train d'être résolus, mais il y a des problèmes aussi qui sont des problèmes... Enfin, quoique, quand vous entendez le Bitcoin consomme beaucoup d'argent, oui, c'est vrai qu'il consomme beaucoup d'argent aujourd'hui. Combien est-ce que le système bancaire dans son intégralité consomme d'argent aujourd'hui? Est-ce que vous vous posez la question, le nombre de bâtiments, l'électricité qu'ils consomment, ce qui pousse à faire lorsqu'on garde de l'or aussi, quand on extrait de l'or en fait du sol, combien ça coûte d'électricité, d'argent, enfin bon, voilà. Je suis pas un Bitcoin maximaliste, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est un dialogue qu'il faudra avoir, pas juste les entreprises et les gouvernements, mais aussi les gens. Il faut que les gens soient au courant, parce que c'est vraiment une technologie à double tranchant. La personne qui me l'a présenté, donc qui s'appelait, comme je vous disais, qui était éditeur pour Bitcoin Magazine, s'appelait Nicolas Mendoza, qui est aujourd'hui quelqu'un de très très réputé dans le secteur et qui m'a dit, tu sais, cette technologie, où ça va nous sauver, où ça va vraiment nous mettre dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on a un carrefour où il est possible qu'effectivement, en arrivant sur des monnaies numérique, si vraiment on s'arrête là dans le développement, on soit dans un monde de type Brésil, de Terry Gilliam, comme je le disais avant, quelque chose une dictature, mais 3.0, quoi. Donc à côté, Kadhafi, c'est un rigolo, quoi. C'était un rigolo. Je veux dire, c'était un clown, quoi. Donc c'est assez préoccupant parce que oui, on développe ça et il faut voir dans quel sens on le développe parce que l'idée, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt au contraire qu'à la fin, on n'a peut-être plus vraiment trop besoin de gouvernement, quoi. À la fin, je parle, hein, je parle pas dans un an ou deux, je parle dans... Ça met du temps, 10 ans, 20 ans. Peut-être qu'en fait, on a un moyen de pouvoir interagir de manière décentralisée sans forcément avoir des élus qui finalement déçoivent aussi. Donc, il y a un côté très philosophique, il y a un côté très politique, hein, là-dedans. Mais bon, c'est un côté où, enfin, nous, ce qu'on voit surtout, c'est l'humain quand même, hein. C'est juste un outil, la blockchain. C'est pas... C'est pareil, des fusées, c'est juste un outil, hein, à la fin. Je veux dire, il faut des gens quand même dedans. À présent qu'on a une idée générale sur la blockchain, on aimerait savoir quel est votre métier actuel et en quoi il consiste exactement. Alors, le métier en fait que je fais, déjà, il évolue, hein, énormément, hein. Et si vous m'aviez posé la question avant la Covid et maintenant, on aurait eu des réponses très différentes en fait. Avant la Covid,
on était positionné comme financier en fait de projets. Financier avec un accès à un pool d'argent qui était permis grâce au fait qu'on allait pouvoir tracer comment cet argent allait être dépensé, on allait pouvoir réduire le risque par rapport aux investisseurs et donc on impliquait des investisseurs qui au départ n'étaient pas forcément chauds pour faire du ciné ou des médias, mais en diminuant le risque, ça leur donnait, en leur promettant un peu le tapis rouge aussi quand même, ça nous permettait en fait de récupérer de l'argent où au départ il n'y en avait pas forcément, de taper à certaines portes. Alors, voilà en gros le truc. On peut plutôt j'aime toujours avoir un petit peu une implication créative sur les scénarios, etc. Des fois j'aime bien, ils font ce qu'ils veulent. Moi je laisse les directeurs, les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs faire leur travail, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps aussi de donner un petit avis. J'ai une formation pour ça et j'ai travaillé avec certaines boîtes qui avaient bien pignon sur rue au niveau scénarisation et donc j'aime bien faire ça aussi. Après, avec la Covid, je vais être honnête avec vous, les premiers mois après le Festival de Berlin, j'ai pensé qu'on allait mettre la clé sous la porte. Puisque bon, faut être honnête, il n'y avait aucun film qui se tournait, donc tous les projets qu'on avait, il y en a qui ont pris l'eau, je veux dire, pour être honnête, il y a des projets qui ne se feront malheureusement pas, ou pas maintenant en tout cas. Et puis finalement, le phénomène un peu technologie nous a permis non seulement de survivre, mais même de nous développer, quoi. Donc le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est à la fois donc, un travail de soutien à certains films dans lesquels on croit. C'est des films qui ont un message, on pense, qui est quand même largement valable. Papi Cham faisait partie d'ailleurs. C'est des films qui unissent plutôt qu'ils divisent. Je pense qu'il y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans le monde. Donc, je vous disais, il y a un axe philosophique là-dedans. C'est-à-dire que la décentralisation, ça ne veut pas dire diviser les gens. Au contraire, ça veut dire les réunir par la décentralisation. Je sais que ça paraît complètement paradoxal, mais c'est ça l'idée. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup divisé les gens et il faut peut-être arrêter ça, quoi. Donc les films qu'on essaie de promouvoir, c'est des films qui vont essayer, on essaye, on fait ce qu'on peut, je veux dire, de réunir les gens, en fait, plutôt. De les inviter, comme disait un Bernard, à pouvoir débattre, à pouvoir discuter, même s'ils regardent ça sur Netflix, s'ils ne le regardent pas en salle, qu'ils puissent discuter, que ce ne soit pas juste abrutissant quoi, comme contenu, quoi. Bon, peut-être qu'on est malvenu, peut-être que dans un an, je vous dirais, bon, je jette l'éponge, j'en ai marre. Je pars dans un temple bouddhiste, quoi. Mais bon, je veux dire, pour l'instant, on se bat, quoi. On se bat, et justement, notre métier, donc c'est ça, en fait, c'est de se battre un petit peu, d'aller un peu à contre-courant pour l'instant, parce qu'aujourd'hui, à part Netflix, Amazon, iQIYI en Chine, Alibaba, etc., il y a 5-6 grosses plateformes, et même les studios perdent de pied. Donc nous, on est en train d'essayer de mettre en place des systèmes qui peuvent permettre à ce médium de continuer à exister. Et ça passe par l'élément technologique. Donc, on fait un soutien technologique là-dessus et on espère gagner la guerre, quoi, directement. Ça, c'est notre guerre. C'est pas la guerre nécessairement qu'on nous a servi, mais c'est la nôtre, quoi. Voilà. D'accord. Et si on se concentre un petit peu plus sur la cinématographie, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroule une production de film? C'est très simple, ça, en fait. C'est simple en théorie, quoi. Et donc, en théorie, c'est linéaire, en fait. C'est très linéaire, une production de cinéma. On ne commence pas avant d'avoir de l'argent, déjà. C'est une très mauvaise idée de le faire. En fait, on ne peut pas. Donc, ça commence avec une histoire, déjà, au départ, normalement. Ça commence avec un scénario, quelqu'un qui a une idée, c'est quelqu'un qui écrit. Ça commence avec un écrivain ou une écrivain. Je veux dire, c'est comme ça. C'est une idée au départ. Et après, cette idée, c'est tout la complexité du truc, c'est que c'est un rêve, quoi, en fait. C'est mettre un rêve en réalité. C'est jamais été très évident, puisqu'on a des contraintes physiques dans la réalité. Et les contraintes physiques, on a un process en fait, qui nous permet, un processus de pouvoir mettre cette idée en place. Alors ça démarre par ce qu'on appelle il y a 3 grosses phases. Il y a le développement, donc c'est là qu'on attire l'argent, le talent. Alors ça va des stars ou pas stars, à du talent technique, à une réalisatrice, un réalisateur, les producteurs, les productrices qui vont bien. Une fois que ça c'est fait, on
tape sur de la production qui elle-même est divisée en 3 phases. La pré-production, où vraiment on se prépare, c'est une opération quasiment militaire. Hein. Ça coûte très cher de tourner un film encore aujourd'hui. Donc il faut que ce soit super bien prévu et organisé, quoi. Il y a toujours des imprévus, donc si on n'est pas préparé, c'est même pas la peine. Et on travaille avec un budget fixe quand même. Hein. Donc il n'y a pas trop le droit à l'erreur, quoi. C'est un peu comme l'événementiel. Je pense que certains et certaines ont dû en faire. C'est la loi de Murphy, hein, tout ce qui peut foirer, foire. Hein. Donc c'est la même chose avec une production, mais sur 2 mois pour l'aspect production et en plus de la poste qui fait à peu près 3 mois. Donc pendant 1 an, pratiquement, on a un bébé dans les bras. C'est littéralement un bébé. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les productrices sont meilleures que les producteurs. Hein. Au passage, elles ont une espèce de talent, en fait, du unificateur d'ailleurs, je trouve. Il devrait y avoir davantage de productrices à mon goût, et qui permet justement de pouvoir mettre en place ce projet. Donc ça, c'est la prod. Et après, il y a ce qu'on appelle l'exploitation. Alors, je sais que c'est terrible comme mot, mais c'est pourtant le jargon de l'industrie, où là, ça veut dire que le film part pour réaliser ses revenus, quoi. Et donc là, c'est les distributions diverses, hein, que ce soit sur les plateformes, sur les canaux télévisuels, la grande salle, etc., etc. Et donc ça, voilà, après, bon, on tape sur 2 ans à la fin de ce processus. Et entre-temps, où on en a commencé un autre, où on en a même peut-être fini un autre. Et voilà comment ça se passe. Donc c'est très linéaire, hein, en fait. C'est une cartouche à chaque fois, et on termine, et on en fait peut-être une autre en parallèle, une autre en parallèle, une autre en parallèle. Voilà. D'accord. Et est-ce que parfois vous assistez vraiment au tournage du début à la fin, je veux dire au tournage des prises de scène, ou est-ce que non? Alors, du début à la fin, ça dépend. Hein. Là, en ce moment, pas trop, non. Puisque, bon, et même avant la Covid, c'était pas vraiment trop le cas. Certains films, oui, ça dépend comment j'ai été impliqué. Le film où j'ai failli jeter l'éponge, oui, ça a été du début à la fin, et même avec des rôles multiples, rôles qui n'étaient pas forcément sur le contrat, hein, d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il y a un phénomène quand même, il faut dire, dans le cinéma, quand on produit un film qui est très unificateur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une équipe qui est entre 100 ou 200 personnes, des gens qui ne se connaissent pas, voire qui se haïssent, hein, même, des fois. Et c'est très intense, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, oui, on a de l'argent, mais je veux dire, c'est pas autant qu'on pourrait le penser. Ça part vite. Et il y a beaucoup de pression, en fait, pour livrer. Et donc, à ce moment-là, ça permet en fait une espèce de cohésion, cohésion que j'ai connue à l'armée en fait, qui était à peu près la même chose. On était énormément sous pression, on ne dormait pas, on ne mangeait pas. Enfin, c'était les conditions de stress extrêmes. Là, c'est la même chose en fait. C'est vrai qu'on mange peu, on dort peu. Il faut que le film soit terminé en temps et en heure. En France, c'est un peu mieux. Il y a quand même des droits qui permettent justement un aménagement du temps un peu différent. Mais effectivement, ce côté-là est très important. Cohésion. Ouais. La cohésion, en fait, au niveau de la production, je pense que c'est une des choses qui vraiment me permet de rester là-dedans. Et je pense qu'il est primordial, en fait. Vraiment. Sans une équipe bien soudée, on le voit d'ailleurs. Les films, on entend des rumeurs, évidemment, sur des tournages, des fois. Et quand on voit le film, on le sait même avant d'avoir la rumeur, on se dit, ouais, il y a eu un problème, quoi. Et c'est vrai que c'est des gens, en fait, c'est une entreprise humaine. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de plus humain. C'est très compliqué d'automatiser un tournage. Oui, c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous développer un peu plus sur le lien qu'il y a entre la blockchain et la production cinématographique? Au départ, ce n'est pas forcément 2 choses qui se marient très bien ensemble. Hein. Comme je disais, automatiser un tournage, c'est très compliqué. Donc, mettre un système automatique à bord, c'est pas forcément évident. Mais il y a des applications réelles, en fait. Alors, ces applications, certaines sont à court terme, d'autres sont à moyen et long terme. Bon, quand Internet est arrivé, dans les années 90, au départ, les gens ne savaient pas qu'Uber allait exister, quoi. Je veux dire, Uber a pris 30 ans, quoi, quand même, à arriver, facile.
Donc là, c'est un peu la même chose, hein, on se projette comme on peut. Moi, je pense qu'il y aura des surprises à un moment donné. J'espère que ça sera de bonnes surprises. Mais en gros, pour prendre 3 axes principaux, tout ce qui est recettes, remonter les recettes, c'est très compliqué. Il y a d'ailleurs, je vous invite, il y a un rapport qui a été écrit par M. Boutonin, qui est donc maintenant à la tête du CNC, qui fait un petit peu allusion aux possibilités d'utiliser la blockchain dans le cinéma. Ça a été écrit en 2019. On a écrit aussi un rapport. Alors lui, il est en anglais. Il y a beaucoup de documents qui sont en anglais, malheureusement. C'est international aujourd'hui et bon, il faudrait que quelqu'un se mette à les traduire. Mais on a je pourrais vous donner d'ailleurs les coordonnées. On a créé un organisme caritatif, en fait, hein, juste pour informer les gens sur la blockchain, pour éviter qu'ils se fassent arnaquer, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques quand même, pour qu'ils puissent savoir un petit peu gratuitement de quoi il s'agit. Donc, on avait mis un rapport qui faisait à peu près dans les 60 pages gratuit, cadeau. Voilà. Donc, je vous donnerai le lien si vous voulez jeter un coup d'œil. N'hésitez pas. Ça vous donnera un petit peu une idée sur vraiment toutes les applications. Mais dans les 3 grands axes, en fait, c'est remonter les recettes, monitoring au niveau des productions, c'est-à-dire s'assurer que l'argent ne part pas dans les mauvaises poches. Ça, c'était un défi personnel, hein, ce que je vous avais dit. Et après, je pense qu'il y a la possibilité, alors c'est un vaste projet, mais ressusciter le cinéma. Alors, je vous explique un peu comment rapidement. Vous avez dû entendre parler des NFT, donc on est en train de travailler sur des choses autour de cet axe-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on ramène des artistes, des influenceurs, qu'au lieu de vendre leurs energy drinks et tout ce qu'ils vendent, ils vendent plutôt du ciné, par exemple, et peut-être des films qui valent vraiment le coup, quoi. Et qui gagnent de l'argent pour ça, hein, peut-être même les mêmes sommes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si on amène justement des projets aux gens et qu'on teste un petit peu pour voir si c'est quelque chose qu'ils s'attendent à voir, qu'ils aimeraient voir. Est-ce que c'est un ovni, mais qu'ils aimeraient quand même le voir aussi, ce film. Et ça, c'est pas mal, parce que ça peut permettre aussi de faire le tri entre des films qui peut-être n'auraient jamais dû être faits, quoi, et des films qui peuvent peut-être être faits, justement. Et ça permet de faire basculer l'économie du cinéma un petit peu sur sa tête. Et c'est peut-être ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de retransformer en fait le système financier tel qu'il est conçu aujourd'hui pour le cinéma, qui est un système qui est à bout de souffle. C'est-à-dire si on continue comme ça, dans 10 ans, il n'y a plus de ciné. Il n'y aura peut-être même plus de Netflix, d'ailleurs. C'est-à-dire que Netflix sera racheté par YouTube, il faudra des petites vidéos comme ça à droite à gauche, et puis on sera d'une 3 minutes. C'est un peu dommage quand même pour raconter une histoire en 3 minutes. Juste. Je sais pas. Oui, si. D'accord, merci beaucoup. À présent, on avait une question. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait intéressant dans les années à venir de faire connaître la blockchain en France et que ce phénomène, du coup, se fasse connaître ailleurs qu'à Hong Kong? Parce que c'est vrai qu'en France, nous, on n'avait pas trop d'idées sur ce que c'était, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça marcherait aussi également en France? Ouais, ça marche en fait, hein. Il y a des groupes, il y a des associations qui se sont montées. Il y a la Paris Blockchain, comment ils appellent ça? Alors c'est marrant parce que c'est quand même un groupe français, ils l'ont appelé en anglais, quoi. Enfin, bon, c'est pas grave. Oh, ils sont très bien, hein, je veux dire au passage, si jamais à un moment donné ils tombent là-dessus. Ce sont des gens bien, ils ont vraiment organisé un truc qui est bien. C'était Paris Blockchain Week Summit, je crois que c'était ça. Et donc qui avait été organisé en fin d'année dernière. Ils ont fait un très bon boulot, ils ont vraiment emmené des gens, mais la plupart des gens, évidemment, ne parlent pas français, quoi. Enfin, je veux dire, on a affaire à des gens. Alors, voilà, la grosse différence, et c'est là que ça devient intéressant, justement, par rapport à la question que vous posez, c'est que Internet a été créé. Alors, la France avait tout compris avec le Minitel au départ, mais bon, on s'est fait avoir, on n'est pas des bons vendeurs. Comme d'habitude, on s'est fait avoir, en fait. Et les États-Unis ont très bien pigé le truc, donc Internet est sorti, mais Internet est sorti de manière assez unilatérale, hein. On est à la fin de la guerre froide. Dans les années 90, la Chine s'est tapée Tiananmen. Je veux dire, les Chinois sont morts, pour ainsi dire. La Russie est morte. Donc les États-Unis ont libre choix pour pouvoir développer Internet en anglais, avec des noms de domaine en anglais, avec un alphabet qu'ils utilisent.
c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom de domaine en cyrillique. Enfin, je crois qu'ils étaient en train d'en parler récemment, ou en chinois d'ailleurs, ou en grec. Je veux dire, voilà, c'était créer Internet de manière assez unilatérale, il faut le savoir. C'est pas du tout un espace comme on pouvait le penser global au départ. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que justement c'est global. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a la Chine qui est absolument dedans, le Japon est dedans, des pays même relativement petits en taille, mais qui frappent fort comme Singapour sont dedans. Vanuatu est dedans. Enfin, je veux dire, qui n'est pas dedans, quoi, même. La France est dedans, clairement. Bon, après, on a un agenda politisé qui prend des décisions bon, qui ne sont pas forcément négatives. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'aide là-dessus. Euh, mais le problème qu'on a, c'est vu qu'on est quand même un peu franco-français, et c'est vrai qu'on tient à notre langue et on a raison. Je veux dire, moi je serais le premier à défendre la langue française, même si je m'exprime en anglais tous les jours dans le travail, parce que il faut être pratique aussi, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a trois nécessités en, fait, en France. On a de très bons ingénieurs logisticiens, pardon, logisticiens aussi, mais en logiciel, en fait, c'est-à-dire software engineer, voilà, vous voyez, je parle en anglais, bon. Mais des ingénieurs vraiment en informatique, des gens vraiment qui créent du logiciel. On en a à Lyon, on en a à Paris, je pense qu'on en a à Bordeaux qui sont très bons. On a vraiment une puissance de feu là-dedans. On a des gens qui sont malins, qui ont des idées. On a des gens qui sont très créatifs. On a de très, très bons atouts. Alors après, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer qu'on forme les bonnes personnes aussi, s'assurer qu'on crée un écosystème encore plus solide, qu'on traduise aussi en français, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Il y a du boulot, hein, c'est sûr. Mais en France, il y a déjà du travail, sauf que les gens, c'est un secteur qui bouge très vite et les gens adoptent l'anglais directement, quoi. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Ouais. Après, moi, vu où je suis, c'est peut-être pas moi qui vais y contribuer directement. Mais j'essaye autant que possible. C'est vrai qu'il y a des termes qui n'ont pas été traduits en français, pour être honnête. La chaîne de blocs, mais j'entends très rarement parler de la chaîne de blocs, quoi. Mais c'est ça pourtant le mot français, quoi. Donc voilà, les smart contracts, on a même discuté, c'est des contrats intelligents. Bon, je veux dire, c'est assez facile finalement. Mais il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen d'aller plus loin. Mais en France, il y a déjà un bon ferment. À vrai dire, il y a des ingénieurs qui sont top, qui sont placés dans les plus grosses boîtes. Voilà. D'accord. Bah oui, c'est vrai qu'en France, on n'est pas. Enfin, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très facile en fait de le traduire. Et je pense qu'on n'est pas assez informé sur le sujet. Et ce qui est vraiment dommage parce que c'est pas compliqué de s'informer, mais d'où le but de cette interview aussi, de pouvoir informer les élèves de TechDeco. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas assez informé. Par rapport à votre quotidien, votre métier, votre vie actuelle, est-ce que vous avez, je me doute que vous n'avez pas un quotidien fixe, mais est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous avez, je sais pas, un train de vie un peu particulier qui est peut-être différent de celui que vous aviez en France ou par rapport à votre métier? Mais en fait, la France, moi, j'en suis parti un peu quand j'avais 19 ans, quoi. Ça a commencé avec ce stage aux États-Unis de vente au milieu des 2 ans de TechDeco. Et puis après, j'étais parti directement en Irlande, en Erasmus, et je suis jamais plus vraiment revenu de manière fixe, quoi. Donc, je suis un assez mauvais exemple, en fait. Parce que moi, la France, finalement, c'est la France que j'ai laissée dans les années 90, quoi. Donc, Oui. c'est presque un film historique s'il y avait à faire un film là-dessus. Donc forcément, au niveau des époques, déjà, ça change énormément. On n'était pas du tout dans les mêmes données. Après, oui, j'y suis revenu effectivement en lockdown, donc c'est un peu particulier, quoi. Mais c'est sûr que une chose que je peux voir par rapport à la culture asiatique, par laquelle je me suis ouvert assez tôt, hein, quand même. Mais on est toujours une pièce rapportée, hein. C'est clair qu'on est toujours ici, ils disent the Guaylo, c'est le fantôme blanc. C'est assez raciste, hein, d'ailleurs, au passage. Mais c'est c'est comme ça. C'est bon, ça fait des décennies qu'ils se terment, mais voilà. C'est le gaijin au Japon, enfin bon, etc. Bon, donc on est assez. L'Asie est quand même très sectaire, hein, faut être honnête. À la fois, c'est là-bas vraiment que, au niveau technologique, il y a énormément de travail de fait, quoi. Et pour nous, être là-bas,
il y a la finance, il y a la technologie. Au niveau du contenu, je ne sais pas, mais c'est là qu'on fait le pont. En fait, on peut emmener du contenu qui est euh, Eurasian, quoi, en fait, qui est vraiment Asie, Europe, voire Asie, USA. Et donc, on est là, nous, vraiment comme un pont, en fait. Et, et c'est vrai que la différence est notable. Hein. Bon, c'est sûr qu'en Asie, c'est pas la même culture. Hein. C'est une culture qui est une culture finalement pas très confucianiste, hein, où qu'on aille. Alors après, un côté taoïste aussi qui est finalement assez païen sur, on va dire, le paradoxe de la vie, quoi, le changement. Voilà, il y a une constante en Asie, c'est qu'ils ont bien intégré le changement. En fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose philosophiquement qui les démarque. Nous, on a un peu oublié la philosophie grecque, quoi, en fait, qui est quand même le fondement de notre civilisation. Et eux, ils l'ont finalement assez peu oublié, quoi. Même s'il y a eu le communisme qui est passé par là, même s'il y a eu tout un tas de choses, ils l'ont intégré. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, on est à la fois un petit peu extérieur, mais à la fois, on est dans une espèce d'écosystème qui fait que les gens sont très pratiques et ils veulent que les choses fonctionnent et qu'ils avancent. Et ça aide à avancer aussi, quoi, finalement. C'est-à-dire le train s'arrête jamais, quoi, en fait. Voilà, en gros, les différences. Or, après, il y a le côté un peu... C'est vrai que c'est des pays... Enfin, c'est des villes différentes, quoi. Mais ça bouge vite. Ça bouge très vite. Ok, et du coup, on a une dernière question. Est-ce que vous pensez un jour rentrer en France ou pas du tout? Ben, en fait, non. Alors, je préfère vous le dire. Bon, si je rentre régulièrement, en France. Et d'ailleurs, je suis souvent content de rencontrer les anciennes tech de co. Quand je rentre souvent sur Bordeaux. Bon, donc j'ai des réunions sur Paris ou des amis à voir dans d'autres villes, mais je ne sais pas si mon futur est en France, en fait, pour être honnête. Très tôt, quand j'avais 12 ans, je savais qu'il était en Asie, en fait. C'est une longue histoire, on ne va peut-être pas taper là-dedans, mais très très tôt. Donc quand j'avais 12 ans, pour moi, c'était clair, c'était l'Asie. Donc à un moment donné, j'allais terminer là-bas. C'est une espèce de révélation. Et alors, est-ce que j'y reviendrai vraiment sur mes vieux jours? Peut-être, mais bon, j'ai aussi des racines espagnoles, hein, donc moi, l'Espagne, j'aime bien. Le Portugal, c'est pas mal non plus. La France, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est un pays qui est quand même fascinant et incroyable, et je pense que c'est un pays fort, quoi. Après, c'est vrai que c'est un pays qui peut être très déstabilisant. Il y a une culture qui est quand même particulière, même une culture de travail. Je le vois avec les gens avec qui on travaille, qui sont français aussi, à laquelle malheureusement je suis plus habitué, quoi. Et je suis plutôt dans une mentalité anglo-saxonne, malheureusement, je dirais, puisque c'est là-dessus que j'ai baigné pendant dire, 25 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de revenir en France. Si j'y reviens, c'est vraiment, j'y reviendrai, mais 3, 4, 5 mois par an, quoi. C'est pas parce que j'aime pas la France, hein. C'est juste que j'ai un chemin de vie qui m'a emmené où je devais aller. C'est mon karma. Et voilà, quoi. Mais la France, c'est un pays fantastique. On a tout, quoi. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens, des fois, râlent. Bon, ben voilà, je sens qu'on a fait le tour de toutes les questions. Vous avez pu répondre à toutes nos interrogations et nous informer sur tout ce qui était la blockchain, le lien entre la blockchain et le cinéma. J'aimerais poser des questions à tous les invités et savoir si vous aviez des questions à poser à Monsieur Poujol, car c'est vrai qu'on a posé plein de questions nous, et peut-être que vous, grâce à cet entretien, vous avez pu avoir des questions. Du coup, je voulais vous demander. Moi, si personne n'a une question, j'ai une question un peu, enfin totalement propre à moi, à vous poser. On va dire, je me retrouve un petit peu dans votre parcours, dans le sens où donc je suis à Tech Deco, donc c'est une formation qui est très générale, mais depuis toute petite, j'ai un grand intérêt, on va dire, pour tout ce qui est vidéo, créer des vidéos et la partie création. Et j'aimerais bien, si possible,
essayer de travailler dans ce domaine-là un peu. Moi, j'avais plus pensé à de la publicité ou plus que vraiment le cinéma parce que déjà, c'est plus accessible. Est-ce que vous, je sais pas, vous aurez des conseils à me donner ou est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution de se tourner dans ce domaine qui est très facilement, enfin, moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu à mon échelle en tout cas, c'était que c'était assez compliqué de vraiment rentrer dans le domaine et d'avoir une vraie place dedans et qu'on est facilement à l'écart et c'est difficile de rentrer vraiment dans le domaine. Alors, il y a quelque chose, je peux vous donner mon point de vue, hein, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, vous en faites ce que vous voulez, mais mon point de vue, c'est que, bon, rien ne vous préparera jamais à l'expérience directe, quoi. Ah, il faut le faire, hein, il faut la théorie, il faut bien étudier la chose, la rechercher, bien, vraiment, aller interviewer des gens, si vous faites un mémoire et que vous voulez le faire là-dessus, allez-y, enfoncez les portes, appelez les gens, posez-leur des questions. Là, je suis en train, par exemple, de faire, je suis superviseur d'une étudiante de la FEMIS. Elle a enfoncé toutes les portes possibles et imaginables. Elle a fait un boulot hallucinant. Et allez-y. Par contre, ce que je vous dirais, c'est si vous partez dans ce secteur-là, il faut que vous ayez les reins solides. C'est-à-dire que du rejet, vous allez en avoir en permanence. À côté, vendre des portails électriques à la fois. La première chose que j'avais fait, c'est de la rigolade, quoi. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a beaucoup de requins. Il y en aura peut-être moins parce qu'ils se font rincer en ce moment. Donc, on est très, très content d'ailleurs. Mais bon, il y aura toujours des requins. C'est un monde quand même très informel, le cinéma. C'est un monde très compliqué pour réussir. Si on hésite, si on n'est pas sûr, il ne faut pas y aller, quoi. Il faut pas y aller, quoi. Il faut vraiment y aller comme on part dans un match de boxe, quoi. C'est-à-dire, bon, désolé, c'est un peu mon background. Peut-être que vous avez, mais si vous faites un sport, moi je suis sûr que vous faites des sports, vous faites une compétition, vous partez dans cet esprit-là, quoi. C'est, y a pas, c'est dos au mur, quoi. Il faut aller de l'avant et puis et tout donner, quoi. Et avec quand même la conscience à un moment donné que peut-être ça va foirer, hein. Peut-être que vous allez finalement peut-être pas terminer là-dedans parce que ça va vous dégoûter. Ça a failli être le cas pour moi à un moment donné et on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pas encore terminé. Donc il faut vraiment avoir un mental d'acier, quoi. Il faut que vous fassiez un mental d'acier parce que personne ne vous le fera. En fait, il va y avoir des gens qui vont vous dire oh, non, mais je vais vous aider. Alors là, il faut vous en méfier. Souvent. Très, très, très. Méfiez-vous de la flatterie, méfiez-vous de toutes ces choses. Enfin, on vous apprend ça à tête de côte de manière dans les techniques de vente. Mais je veux dire, vraiment méfiez-vous. Oui, plutôt des techniques d'achat, en fait. Mais pour ce que vous voulez faire, vous avez une chance, par contre. La chance, c'est vous vous trouvez dans un monde qui bouge vite, sur lequel vous avez déjà un ascendant sur des gens qui sont à Hollywood, par exemple, depuis 20 ans. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Comme je vous le dis, hein, ils ne le comprennent pas. Nous, quand on les aborde avec la blockchain, il faut leur parler immédiatement argent, pognon, parce que sinon, ils n'écoutent même pas. Donc, vous avez l'avantage de connaître un peu comment ça se passe au niveau des influenceurs. Je pense qu'il va y avoir des boulots, des emplois qui vont être créés dans les années qui arrivent, qui seront des emplois qu'on ne connaît pas encore. Et ça sera à vous peut-être même de les créer. Donc il y a ce côté-là. Alors peut-être travailler pour une entreprise qui effectivement est dans les médias, histoire d'avoir une ligne sur le CV. Mais n'oubliez pas que vous pouvez créer vraiment des emplois sur ce thème-là. Les influenceurs, nous on essaie de rapatrier certains. C'est un emploi qui s'est créé, qui n'existait pas il y a 10 ans, quoi. On est d'accord. Alors après, c'est pas forcément génial des fois ce qui se passe à temps, mais ça, il va y avoir toujours, il y a un phénomène d'ajustement. Après, se pose la question, est-ce que vous voulez faire une école de cinéma ou est-ce que vous y allez direct avec vos idées et vous rentrez dans la fosse au lion? Ça dépend de votre personnalité. Si vous aimez prendre des coups et que vous n'en avez rien à faire, vous êtes Wonder Woman, allez-y, quoi. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez économiser 2 ans. Vous allez pouvoir vous former en ligne. Vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous aimiez faire. Peut-être que vous allez vous dire, ben non, ça va vous rendre encore plus forte. Et là, vous allez vous développer un réseau à vous. Vous allez vous développer vraiment à travers le contenu que vous allez réaliser. Possible.
Après, si vous avez un petit peu, vous n'êtes pas trop sûr de vous, et vous pensez que quand même, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez écrire, est-ce que vous voulez réaliser, est-ce que vous voulez être derrière une caméra, est-ce que vous voulez produire, distribuer, faire de la vente, quoi. Dans ces cas-là, peut-être c'est pas mal de faire une école de ciné. Il y en a, il y en a même à Bordeaux, 3IS, je crois, Innov. Ok. Après, sinon, il y a la FEMIS, bien sûr, l'école Louis Lumière. À Nantes, ils ont une école fantastique. Montpellier, je crois aussi. Enfin, bon, la France, c'est quand même bien au niveau cinéma. On a de très, très bons établissements purement ciné. Vous pouvez faire ça après tech de coup, quoi. Et bon, ça va vous apporter un réseau, bien sûr, ça va vous apporter, surtout un réseau d'ailleurs, ça va vous apporter des capacités techniques. Bon, peut-être vous serez, justement, c'est là que vous serez prêt à vous jeter dans la fosse au lion. Mais après, à vous de choisir vraiment quel est votre. Il faut que vous sachiez un petit peu, il faut que vous ayez un plan, quoi. Même si votre plan il change, il ne faut pas que vous attaquiez le truc en disant ouais. Et puis il y a des gens qui l'attaquent avec le mauvais esprit. C'est-à-dire, je me souviens de Chris Doyle, ça ne me dit peut-être rien, mais c'est la personne qui est derrière tous les films de Wong Kar-wai, quoi. En gros, c'est le mec qui a créé Hong Kong, visuellement. Bon, ce mec-là, je me souviens de l'avoir vu à Dublin il y a à peu près 10 ans. Il était arrivé dans un séminaire, il avait fait dans un bar, ça se passait. Donc il est très roots, il est très old school, Chris Doyle. Et il a dit, bon, tous les gens qui sont ici pour faire du fric, cassez-vous, parce qu'il vaut mieux que vous fassiez de l'immobilier. Il a dit ensuite, tous les gens qui sont là pour être célèbres, cassez-vous aussi, vous feriez mieux d'être politicien. Bon, c'est très direct comme style, mais ça donne un petit peu la vision du truc. C'est-à-dire que si on rentre dans le médium pour être célèbre et friqué, c'est pas la bonne option, quoi. Il faut vraiment avoir autre chose. Il faut pouvoir raconter des histoires, il faut vouloir manier l'image. C'est un artisanat à la fin. Même si on le fait avec un iPhone, c'est un artisanat. On raconte des histoires, on fait de l'image. Donc si ça, vous l'avez dans votre cœur, par contre, allez-y, quoi, direct. Si vous avez besoin de conseils, une fois de plus, ça ne sera pas des conseils, ça sera plutôt mon point de vue. Et après, vous faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. D'accord, Et ça merci. vaut pour tout le monde, en fait. Ouais. D'accord. Ça répond. J'avais une petite question, moi. Plus une Mhm. question d'opinion. Qu'est-ce que vous pensez de la politisation un peu du cinéma, notamment français, et qu'on a pu voir aussi avec la cérémonie des Césars, par exemple? Alors, moi, je suis content d'avoir baqué Papicha ce soir-là. Parce que franchement, elles ont été géniales, quoi. Elles ont fait venir toute l'équipe. Ça a été une des seules équipes, d'ailleurs, qui avait venir toute l'équipe sur le plateau, parce que quand même, c'est un boulot d'équipe, un film. Non, j'ai énormément d'estime pour Mounia, j'ai énormément d'estime pour Lina, pour les producteurs. Une fois de plus, ce sont vraiment des gens extra. Et alors après, on choisit les gens avec qui on bosse. Qu'est-ce que je pense de la cérémonie César? Bon, ouais, je pense que c'est maladroit, toujours. C'était maladroit de tous les côtés. Moi, j'ai bien aimé le speech de Fanny Ardant, en fait. Je pense qu'elle a fait un très bon speech qui montre qu'en fait, c'est vraiment ridicule maintenant. Je pense que on est sur une œuvre artistique, en fait. Si on voulait pas de controverse, dans ces cas-là, il fallait régler le problème dès le départ, quoi. Je veux dire, c'est pas bien de donner une audience. En plus, c'est payé par le service public. Enfin, c'est de l'argent public, donc c'est quand même vous qui avez payé ça, quoi. Donc ça fait un peu râler, quoi. Bon, moi j'ai un très bon souvenir. Moi, j'étais en Angleterre quand ça s'est passé, donc je l'ai vu en remote. Mais Papicha m'ont pas déçu. Ils se sont bien présentés. Je pense que c'est un peu dommage quand on utilise l'argent public et qu'on a autant de chance dans ce médium-là d'en faire une mascarade de ce type, quoi. C'est un peu, voilà, mon point de vue. Alors après, je prends pas de côté. Moi, je défends ni Polanski ni les gens qui l'ont attaqué. Je pense que c'est juste, en fait, on aurait pu faire les choses de manière différente. Après tout, on a quand même la responsabilité de l'argent du contribuable, quoi. Donc, dans ces cas-là, on fait attention, quoi, quand même. Après, bon, j'ai mon point de vue personnel, j'ai pas forcément envie de le partager en fait avec tout le monde. Et je vais certainement pas le tweeter.
Et ça, chacun a son point de vue personnel, mais comme chacun a sa religion, chacun a son orientation sexuelle et autres, c'est quelque chose de très privé quoi, finalement. Pourquoi est-ce qu'on en parle sur la place publique systématiquement? Ça, c'est quelque chose aussi euh, qui me choque un peu des fois. C'est quand même quelque chose je sais pas, sa croyance en quelque chose, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Bon, c'est mieux que tout ça, quoi, je veux dire. Ça vaut mieux, quoi. Donc voilà. Bon, mon point de vue, c'est un peu dommage, en fait, qu'on prenne un festival qui est quand même un festival de qualité en otage, quoi. Voilà. Et surtout avec l'argent du contribuable. Donc, voilà mon point de vue à moi. Maintenant, c'est juste mon point de vue, comme je dis. Après, est-ce que le cinéma est politique? Bien sûr, il a toujours été politique. Enfin, la nouvelle vague, Truffaut, Godard, les années 60. Je veux dire, on est juste en train de refaire ce qui s'est passé dans les années 60. On n'a rien inventé, là. Qui se souvient de Thelma et Louise, en fait? Quand les gens disent, oui, il n'y avait jamais de film féministe, mais Thelma et Louise, c'est le film féministe par excellence. Mais il est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, quoi. Je ne vous raconte pas la fin. Si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est un film hallucinant, quoi. Je veux dire, Thelma et Louise, c'était ça, c'est waouh, c'est du cinéma, quoi. Et j'aimerais bien voir des films plus comme ça, quoi. Maintenant, je suis un vieux old school, quoi. Hein, mais d'un autre côté, ça m'empêche pas justement d'être féministe, en fait. Par exemple, c'est pas parce que j'ai une barbe, en fait, et que je suis un gars que je peux pas être féministe, quoi. Je pense que je le suis, mais peut-être pas au bout de tout le monde, quoi, par exemple. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on ait une écoute, et il faut qu'on puisse arriver à discuter tranquillement, sans s'enflammer émotionnellement, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat, quoi. Moi, ce que je vois, en fait, malheureusement, dans ce qui nous arrive des États-Unis, parce qu'il ne faut pas être dupe, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, le politiquement correct, ça vient des États-Unis. Clairement, il y a un agenda politique derrière, et il ne faut pas tomber dedans, ça nous divise. Il faut pas se faire diviser, quoi. Je veux dire, c'est l'inverse de ce qu'on veut, quoi. Donc, il faut pouvoir arriver à discuter de manière raisonnée, sans s'emporter. Si on s'emporte et qu'on est émotionnel, ben allez faire de la boxe, quoi. Tapez-vous dessus et puis revenez, quoi. Je veux dire, je rigole, hein. Ça c'est la méthode années 90, je vous conseille pas. Mais je veux dire, ou alors faites autre chose, allez courir 2 kilomètres, revenez et on a une conversation tranquille, quoi. Il faut pas abuser les gens, faut pas faire de bullying, quoi. Je pense que c'est une maîtrise émotionnelle, méditation, course à pied, quoi. À fond. Non, je rigole. C'est un peu l'idée, quoi. Non, il faut pouvoir arriver à discuter parce que sinon, ce qu'on on va créer des. J'ai lu des bouquins sur justement ce qui s'était passé avant la Deuxième Guerre mondiale et vous seriez vraiment surpris. Je vous encourage en fait à lire. Je vous encourage à lire ce qui s'est passé dans les années 30, par exemple. Et vous allez voir avec stupéfaction qu'il y a énormément de parallèles avec ce qui est en train de se produire actuellement et c'est ce qui fait peur, franchement. Je vous le dis, hein, c'est. Bon, voilà, vous vouliez de la politique, vous en avez eu. Comment vous appelez d'ailleurs la personne qui a posé la question? Thibaut. Ouais. Thibaut Fautac. Du coup, j'avais une deuxième question, là, cette fois-ci vis-à-vis du blockchain, mais encore un peu politique. Est-ce que vous avez pas, enfin, est-ce que c'est pas un risque que le blockchain poussé à son paroxysme, qui donc, on se doute, ou en tout cas on prévoit, risque de supprimer entre guillemets l'État, quoi, enfin les institutions étatiques. Est-ce que c'est pas un risque justement pour le vivre ensemble, qu'il n'y ait plus de figures auxquelles se référer, quoi? C'est une excellente question, hein, c'est sûr. C'est une question qu'on se pose tous les jours, en fin de compte. C'est une expérimentation, hein. Il faut quand même être au courant que c'est une expérimentation. Nous, on est honnête, on vous le dit, c'est expérimental, hein, pour l'instant, quand même. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on évolue, on sait que ça va continuer à évoluer comme Internet, finalement, a évolué pour des décennies. Après, il faut voir ce qu'on met en place. Je suis tout à fait d'accord. Si on est en train de mettre en place un système à la Rollerball, donc c'est encore une référence cinématographique, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder, ce film. Vous verrez, c'est très vieux, hein, mais c'est pas mal. C'est un système, bon, effectivement, un grand ordinateur qui gère le monde. On a l'impression de se retrouver en phénomène Matrix, voire juste avant Terminator, quoi. Donc, c'est un peu, ça fait peur, quoi, quand même. Mais
Je pense qu'il y a un système hybride qui peut être mis en place et où justement il y a des garde-fous, quoi. Maintenant, il faut que ce soit un système où justement, c'est un système. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, et on en est arrivé aux aberrations qu'on connaît actuellement, c'est parce que l'être humain, malheureusement, a fait des conneries, quoi. Je veux dire, et on a laissé les choses se faire. Et on arrive à un système, on va parler un peu d'écologie, quoi, parce que c'est quand même un des problèmes majeurs. On arrive dans un système où les générations qui arrivent, qu'est-ce qui va leur arriver, justement? Qu'est-ce qu'on laisse à ces générations-là et quelle génération est-ce qu'on laisse à ce système-là, quoi, tu vois? Donc, c'est vrai que c'est compliqué, en fait. C'est très, très compliqué de rattraper le tir, quoi. Pour moi, si on ne rattrape pas le tir, de toute manière, la planète va s'en charger. D'ailleurs, elle a déjà commencé, évidemment. Hein, et à mon avis, il n'y a qu'à voir le nombre de virus qui sont libérés par la calotte polaire qui est en train de fondre. À mon avis, le problème va être très vite réglé, quoi. Je ne citerai pas la question est vite répondue, mais elle l'est, quoi. C'est vrai. Après, je pense que ce qui se pose comme problème avec la blockchain, c'est qu'effectivement, ça peut être approprié par des régimes très autoritaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de plancher pour éviter que ce soit le cas. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, ça, on parle d'une blockchain centralisée dans ces cas-là. Mais si c'est vraiment décentralisé, c'est-à-dire Bitcoin, hein, mais qui peut peut-être être réapproprié aussi, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Essentiellement, la seule chose que vous utilisez, c'est un petit peu la même chose qu'Internet aujourd'hui, si ce n'est qu'il est incensurable. Incensurable, inarrêtable, instoppable, quoi. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire un peu, je dirais pas ce que vous voudrez, parce qu'il y a quand même la liberté des autres commence où la vôtre se termine, quoi. Mais vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et ça a très bien été relaté par un livre qui a été écrit par Michel Bowens et notre professeur Kostakis. Je vous invite à le lire, en fait, qui était vraiment sur la décentralisation. Il ne parlait pas de blockchain, hein, c'est le principe, l'architecture, en fait, vers où on se dirige. Le capitalisme est en train d'arriver à s'essouffler aussi. Hein. On arrive à des transformations. D'un point de vue économique, hein. Moi je ne vous parle pas de politique, là, c'est politique économique, si vous voulez, mais je me souviens avoir rencontré un réalisateur cubain, Lamora, en fait, qui était un exilé de Cuba, et qui m'avait dit, il y a des années de ça, à Bordeaux d'ailleurs, au festival historique de Pessac, il m'avait dit de toute manière, c'était autour d'une bière, hein, comme on le fait dans les festivals de films, digne de ce nom, il m'avait dit la chose très simple, il m'a dit tant qu'on ne sera pas sorti des théories marxistes, on continuera à se taper la tête contre les murs, on n'arrivera à rien. En fait, on va reproduire les mêmes schémas à jamais. Et le capitalisme fait partie des théories marxistes. Donc, il faut qu'on arrive vers quelque chose d'autre. Alors, la blockchain, est-ce que c'est la solution? C'est trop tôt pour le dire. Mais si on arrive à contrôler ça et à le faire de manière intéressante, et d'une, on va pouvoir respecter la vie privée des gens, parce qu'il y a des moyens de pouvoir justement transférer toute cette information sans transformer votre date de naissance et ce que vous venez de regarder sur Google. Donc ça, c'est pas mal déjà quand même. Et deuxièmement, il y a la possibilité de pouvoir en fait donner plus d'autonomie aux gens. Alors plus d'autonomie, est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Quand on dit voilà, on fracture les banques et du coup chacun devient sa propre banque. Bon, c'est très bien peut-être à Bordeaux ou à Singapour. À Caracas ou à Los Angeles, si vous avez un wallet électronique, un portefeuille électronique, c'est pas très bon, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir un côté pratique. Alors la réponse à ça, Thibaut, en fait, c'est qu'en réalité, on est en phase expérimentale et il faut faire attention. Parce que moi, je pourrais m'arrêter, hein, je pourrais faire autre chose. On pourrait tous s'arrêter, mais c'est un train qui est déjà parti, quoi. Et si on le laisse avec personne à bord, c'est un train qui va être réapproprié par des gens qu'on ne voudrait pas forcément au pouvoir, en fait. Donc, il y a une dualité, et il y a une dualité économique, c'est-à-dire c'est une dualité entre les banques privées et les banques centrales, à l'heure actuelle, qui est en train de se jouer, et qui va définir dans quel monde est-ce qu'on va vivre dans les 20 prochaines années. J'espère que nous, en tout cas, on fait tout notre possible pour que ce soit un monde vivable et que ce soit un monde dans lequel les gens vivent bien, on va dire, et heureux. C'est une guerre, hein, un peu, hein, quand même. Mais voilà un petit peu pour répondre à votre question. Vous avez tout à fait raison.
Mais je pense qu'on va avoir un élément humain à un moment donné, mais c'est vrai qu'on est dans un système quand même qui est automatisé. Donc, ça crée potentiellement des problèmes. Ouais. Du coup, moi j'ai une question. C'était pour savoir, moi aussi je suis intégrée pour intégrer une école de cinéma et je me demandais si c'était handicapant être à Tech Deco au niveau du recrutement ben, par rapport à des BTS audiovisuels ou à des prépas littéraires, etc. Pour entrer, vous dites en école de cinéma, en fait? Oui, Ouais. Ça ne sera pas handicapant si vous commencez déjà à faire des films dès maintenant, quoi. C'est-à-dire ok. ce qu'on va regarder à la FEMIS, à École Lumière, etc. Si c'est ce que vous voulez faire, hein, vous pouvez partir à l'étranger aussi, vous pouvez partir à New York ou à Los Angeles, hein. Euh, c'est ce que vous avez fait, quoi. Votre portefeuille, en fait, votre portfolio. Donc, si vous avez déjà fait plein de choses vraiment intéressantes, un peu décalées, un peu fraîches, innovantes, bah, c'est bien. Et je ne pense pas que Tech Deco va vous desservir là-dedans, hein. Je pense qu'au contraire, les gens sont assez pratiques. Alors après, si vous connaissez une ou deux personnes dans l'industrie, je dois le dire, et malheureusement, c'est un peu le cas, hein. C'est quand même quelque chose, un cercle fermé, comme le disait Baptistine. Ça aide, hein, quand même. Ok, ok, merci. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on en connaît une maintenant? Vous devriez pas être masqué, en fait. Vous me connaissez et moi, je ne vous connais pas, en fait. Je pars avec un désavantage. Ah, vous parlez de ma caméra? Ouais. Je vous la mets, mais je suis pas Ah, tellement, voilà. pas très présentable. Non, non, mais si, c'est bien le soleil, justement. Bah, écoutez, bonjour Thibaut. Bonjour. Allez. Non, mais oui, 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 effectivement, ouais. Ah, bah ouais, bah L'entraînement. voilà. Il C'est ce qu'il s'entraîne, faut. là. Et voilà, Thibaut est chez nous un sportif de haut niveau, donc Ah on ouais, a génial. l'entraînement, voilà. Enfin, c'est plus la section, s'appelle plus comme ça, mais Et qu'est-ce que vous faites comme sport? Alors là, c'est juste de la préparation ou vous êtes Là, je fais de l'aviron. aviron? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et, euh, et je m'entraîne parce qu'on nous a annoncé la reprise des compétitions, alors il Ouais, faut y ouais, bien retourner. sûr. Il arrive chez toi la semaine prochaine. Je suis en route, là. Ouais, vous me passez un coup de fil si vous avez un problème GPS, en fait. On fera on fera un guidage, quoi. Mais oui, ben oui, vous connaissez quelqu'un. Effectivement, je ne vais pas pouvoir faire des miracles non plus, quoi, hein. Il y a un minimum par rapport euh, il y a un minimum, je veux dire, de déontologie et puis de respect par rapport aussi aux gens avec qui je discute. Mais bon, si vous avez besoin de choses, effectivement, n'hésitez pas à me contacter, c'est sûr. Et puis pour la compétition, bah, bon courage. Et puis toute la chance Merci. de votre côté et que le vent souffle dans vos voiles, quoi. Ouais. Merci. Même si vous en avez pas, hein, mais Est-ce que quelqu'un a une autre question Moi, je vais juste poser une petite question. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait un peu tech de co pour m'expatrier aussi en Asie. Et du coup, je voulais savoir si enfin, le fait d'avoir fait tech de co, ça vous a un peu aidé ou alors vous êtes servi des choses que vous avez appris tech de co dans votre vie en Asie, si vous avez des conseils aussi. alors en Asie, ouais, ben, c'est surtout oui, par rapport à l'apprentissage, en fait. Ouais. Je pense que ça a pas mal joué. Mais même par rapport au doctorant, hein, je sais que bah, Xavier Noël, pour revenir dessus, hein, donc effectivement, il est parti, c'est ce que je disais trop tôt. Euh, Ça, d'un point de vue formation théorique, en fait, c'était très bien hein, ce qu'il faisait. C'était déjà un niveau, je veux dire, il était déjà un niveau doctorant, en fait, mais il croyait qu'on était plus intelligent qu'on l'était, quoi. Mais la réalité, ouais, voilà, il y a ça. Et puis bon, je pense qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui m'a beaucoup aidé, mais qui m'a aidé aussi quand j'étais à l'armée, hein. Je veux dire, c'était pas facile hein, là-bas non plus. Donc, il y a une espèce de côté, bon, je vais pas dire battant, parce que c'est vieux jeu, battant, mais c'est un côté boum, quoi. On y va et on essaie de s'adapter après aussi. On planifie, on fait la recherche au mieux, puis après on y va, quoi. Bon, donc ça m'a beaucoup aidé. Et Asie ou pas Asie, hein. Après, bon, moi, l'Asie, c'est arrivé avant Tech Deco, hein, ce désir de partir. Euh,
mais c'était un rêve, c'était un vieux rêve, quoi. Donc effectivement, ça couplé avec TechDeco, je dirais avec ce que j'ai pu y apprendre, ça a été une bonne formation. Enfin, ouais. Très très bonne formation pour la suite. Pardon, j'avais pas suivi. Vous avez fait quoi à l'armée exactement? J'étais dans les troupes de marine. Et combien de temps, si c'est pas trop J'y indiscret? étais en fait en 98, 80. Ouais, j'y suis parti en 2000 en fait. C'était au moment du Kosovo. Alors moi, je suis pas parti au Kosovo, hein, j'ai eu de la chance. Mais on avait signé hein, quand même, puisque j'étais plus appelé normal. Hein. On avait le service militaire. Malheureusement, c'est vrai que j'ai fait un contrat différent, quoi. J'ai des amis, par exemple, qui sont partis eux, à Djibouti en train de résoudre les problèmes entre l'Éthiopie et l'Érythrée à l'époque. Donc, c'était c'était très physique. Mais bon, on m'a pas tiré dessus, j'ai tué personne, voilà. Mais ça a été quelque chose d'assez formateur, en fait. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'en ai pris, j'ai récupéré de là-bas. Ils ont je pense qu'au niveau des ressources humaines, ils n'ont pas la même façon de gérer les choses, quoi. Ouais. En fait, je vous demandais ça parce que moi, j'avais toujours au fond de la tête de faire l'armée après mes études. Mhm. Est-ce que, alors je sais pas si vous êtes à même de le dire, mais est-ce que pour une entreprise, c'est intéressant comme profil ou est-ce que c'est un plus quand on revient dans la vie professionnelle après? Alors ça, c'est vachement intéressant et c'est connecté au ciné, parce que j'écris justement, je suis en train d'écrire, de scénariser quelque chose là-dessus, en fait. C'est-à-dire un film qui est anti-guerre, justement. C'est très compliqué, en fait, l'armée, parce qu'en fait, on vous donne à faire le sale boulot. Hein. C'est un boulot, alors que j'ai pas été donné de faire, et merci. Mais bon, j'ai connu des gens qui l'ont fait, ce sale boulot. Des gens qui sont venus du Liban, des gens qui sont venus d'Irak, la première guerre du Golfe en 91. Et ils ne sont pas revenus intacts, hein, quand même. Moi, je vous conseille, si vous voulez partir à l'armée, regardez Born on the 4th of July avec Tom Cruise, c'est pas mal. Euh, pour que vous soyez exactement sûr de ce dans quoi vous vous mettez. Parce que, bon, j'ai eu de la chance, mais il y a des gens qu'on a connus qui sont partis à Djibouti, j'ai jamais eu plus de nouvelles d'eux. Hein, donc c'est réel, hein, c'est pas un jeu électronique, c'est pas un vidéo game, quoi. C'est la réalité pure et dure, quoi. Donc, après, à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Moi, je pense que ça apporte des choses. Je pense que ça apporte une satisfaction aussi, parce que, bon, c'est vrai qu'on peut être antimilitariste. Moi, je le suis quand même relativement. C'est un paradoxe, mais de notre côté, il ne faut pas se voiler la face. Il faut aussi, si on enlève notre armée, il faut que tout le monde l'enlève, quoi. Sinon, on va se faire envahir demain, quoi. Donc, il y a quand même un problème, quoi. Enfin, à vrai dire, la France, non, c'est l'arme nucléaire, hein, c'est la dure réalité, elle est là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, le monde est fait de lutte de pouvoir. Tant qu'on n'aura pas atteint une conscience supérieure, ça sera comme ça, et il faudra une armée, il faudra une police, il faudra ceci, il faudra cela. Donc, par rapport à l'armée, j'ai une vision où finalement, c'est le boulot le plus ingrat au monde. Hein. On vous paye pour buter des gens quand même. Il faut quand même revenir à la réalité, c'est ça le boulot. Ou en tout cas pour y contribuer. Après, si vous êtes OK avec ça, moi j'ai plutôt des pensées taoïstes, donc je juge personne. Hein. Vous faites ça, vous faites autre chose, vous décidez je sais pas, de devenir gérant d'un des restos du cœur, c'est encore autre chose, quoi. Après, c'est votre expérience personnelle. Vous êtes physique, vous avez envie de prouver quelque chose, vous avez envie de vous montrer quelque chose, de pousser les limites de votre corps, si c'est ce que vous voulez. Alors là, vous allez les pousser comme... je pense pas qu'il y ait d'autres trucs aussi extrêmes que ça, quoi. Au niveau pousser les limites de son corps, vous allez voir, alors je sais pas, mais certainement l'aviron, c'est d'un point de vue compétitif, c'est très très balèze ce que vous faites, mais vous allez On peut voir se que le c'est dire. rien à côté. Je faisais de la boxe et je faisais du karaté à un assez haut niveau avant de partir à l'armée. Je peux vous assurer, ils m'ont eu, quoi. Vous dormez pas, vous mangez pas, vous êtes dans la nature, dans la jungle, vous n'avez pas bouffé pendant 2 semaines. Il y a un moment donné où vous êtes confronté à votre nature, en fait. Et ça, c'est pas mal. Si c'est l'exploration que vous voulez faire, Thibaut, c'est pas mal.
Mais soyez au courant des risques, par contre, parce que les risques, ils sont réels. Hein. Si vous êtes envoyé, si vous faites juste de l'entraînement sportif, parce que dans les armées, il y a aussi le côté sport. Hein. Vous pouvez être dans l'armée et être instructeur sportif. Mais si vous partez direct en conflit, Ouais, c'est plus au niveau du développement personnel et collectif. Mais ensuite, c'est aussi parce que je me sens patriote, quoi. J'aime mon pays. ouais, Donc, ouais. je sais pas ce qu'on Non. peut faire de plus, je sais pas, peut-être pas beau, parce que c'est pas forcément beau, mais de plus engagé pour son pays. Je peux vous comprendre. La chose qu'il faudra vous penser aussi, on apprend toujours, en fait, quand on rentre, il faut toujours aménager la sortie, quoi. Vous allez voir ça en temps réel quand vous ferez vos entraînements. En fait, quand vous rentrez quelque part, vous sachiez exactement comment vous sortez et que vous ayez 3 plans pour sortir. Euh, donc à ce moment-là, je vous engage à justement, et je vous conseille en fait à réfléchir à la sortie de l'armée même. Et c'est ce que vous la question, ça faisait partie Oui, d'où partie de d'où la le sens de la question. question. C'est quand vous revenez, les gens, ce que vous avez vécu, il y a très peu de gens qui l'auront vécu. Ils ne pourront pas comprendre ce que vous avez vécu. C'est très personnel. Il n'y a que les gens qui sont dans votre section qui le comprendront, à vrai dire. Les gens, ça dépend dans quoi vous vous retrouvez. Hein. Si vous vous retrouvez dans les dragons, ou première PIMA, etc., vous allez voir des trucs un peu bizarres quand même. Euh, donc il faut être très solide. Je veux dire, c'est comme les pompiers. C'est la même chose, hein, les pompiers, finalement. Ils ne tirent pas, mais c'est très compliqué comme boulot, quoi. Ils voient des trucs un peu hardcore, quand même. Hein. Et donc, il faut que vous sachiez qu'au retour, vous allez passer par un sas de décompression, hein, parce que si vous partez, ça dépend dans quoi vous partez. Si vous partez en opération, vous allez passer par un sas de décompression. Et les seules personnes qui vous comprendront, ce sera les mecs qui étaient dans votre équipe, s'ils sont encore en vie, quoi. Ou alors les mecs qui sont dans le régiment des gens qui ont vécu des expériences semblables. Donc là, vous serez épaulé. Il y a des gens qui font ça très bien, il y a des psychologues, etc. Mais c'est pas normal, comme c'est pas normal de sauter d'un avion hein, non plus. À 800 mètres de hauteur ou 600 même, des fois. Il y a des trucs qui sont humainement éprouvants, quoi. Et donc, vous allez vous retrouver confronté à ça. Et alors, surtout, une erreur que j'avais commise en rentrant, c'est que je me suis dit, quand je sortirai de là, c'est la liberté, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais arriver dans le monde civil et alors, il n'y a plus de règles, quoi. Parce que l'armée, tout est des règles. Hein, je veux dire, depuis le moment où même quand vous dormez, il y a des règles, quoi. Enfin, il y a des règles tout le temps, quoi. Et donc, quand vous arrivez dans le civil, vous dites, mais il n'y a plus de règles, ça y est, je peux faire ce que je veux. Mais non, pas du tout, quoi. En fait, c'est que les règles, elles sont dissimulées. Et alors ça, c'est très compliqué quand vous sortez de l'armée, vous pourrez en parler à des gens qui l'ont fait, c'est que vous arrivez dans le monde civil, il ne faut surtout pas se dire c'est un monde sans règles. C'est un monde avec beaucoup de règles, peut-être plus d'ailleurs qu'à l'armée, plus complexe à piger des fois, des règles sous-jacentes que personne ne vous a appris à confronter ou à jouer. Et ça, il faut vraiment que vous prépariez à ça. C'est-à-dire, on va pas forcément vous accueillir en héros hein, au passage. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui seront très opiniâtres sur ce que vous avez fait. Ils verront pas du tout la chose de la même manière que vous. C'est-à-dire, bon, moi, je pense qu'effectivement, ça prend... Désolé, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de courage de faire ça. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça. Beaucoup de respect pour l'armée, beaucoup de respect. Ça ne veut pas dire que je donne carte verte sur tout ce qui est fait. Notamment ce qu'on a pu voir par rapport au service de police, etc. Mais bon, c'est vrai que tout le monde ne sera pas de cet avis-là, Thibaut. Et ça, il faut que vous soyez prêts. C'est-à-dire que je pense que Born on the 4th of July, né un 4 juillet, regardez-le, parce que je pense que vous verrez très vite ce dont je parle. C'est un vieux film, hein, maintenant. Mais si vous êtes prêts à ça, c'est un peu la même chose que Baptistine. À la fin, c'est la même histoire. Hein. Allez-y, foncez, quoi. Une chose que j'aimerais dire, c'est la plus importante, il y a un truc que vous devrez retenir, c'est vrai que je parle beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment, apprenez à voir ce qui vous fait plaisir. En fait. Apprenez à vous arrêter de temps en temps et voir vraiment ce qui vous fait plaisir. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux, je ne vous parle pas même des films. Si, peut-être les films, ça vous montre un peu ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez faire, parce que vous prenez 2 heures ou 1 heure,
vous vous posez et enfin votre intellect ne fonctionne plus. Et là, vraiment, vous reprenez, vous reconnectez avec votre corps, en fait, et je dirais presque votre âme, quoi. Et donc, méditez, réfléchissez bien à ce qui vous fait plaisir. La plupart des gens, en fait, on arrive à un moment donné, c'est la course. Et en fait, on ne sait plus ce qui nous fait plaisir. Ça peut être un risque. À la fois pour Thibaut, Baptistine, etc. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez vraiment, et ça, personne ne va vous l'apprendre, hein, dans aucune formation, quelle est votre voie, quel est votre but, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, quoi. C'est-à-dire quand vous aurez 60, 70 ans, en fait, qu'est-ce que vous voudriez avoir fait, quoi. C'est la question que tout le Ouais. monde, où tout le monde voudrait avoir la réponse. Ouais, mais posez-vous pour cette question. Méditez. Allez, Thibaut, c'est pas mal ce qu'il fait, hein. C'est bien l'aviron, là, quand on fait du sport. Ça peut venir à soi, ce genre de choses, mais c'est vraiment primordial, hein. Je dirais que c'est la seule question, en réalité. Alors après, pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, c'est réaliser un film. Pour d'autres, c'est partir défendre les couleurs du drapeau, mais pas seulement les couleurs du drapeau, plutôt des concepts pour lesquels des gens sont morts déjà aussi. Il y a une question bon, il y a une question, je dirais, de passer le flambeau, mais bon, je veux dire, c'est vachement important, quel que soit, et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. C'est pas moi qui vais vous aider. Enfin, réfléchissez là-dessus. Ouais. Bon, ben, je pense que l'entretien va arriver à son terme. D'abord, je voulais donc vous remercier surtout vous, Monsieur Poujol, pour nous avoir donné votre vision de la blockchain, du cinéma, ainsi que de nous avoir informés sur ce domaine que nous ne connaissions pas du tout. Et nous voulions aussi vous remercier à vous d'être venu pendant ce Zoom pour avoir écouté tout ça et avoir pu participer du coup à notre projet Tutoré. Écoutez, merci à vous. Alors, j'ai pas trop tapoté en attendant, mais j'étais en train de parler. Mais ouais, je remercie tous les gens qui ont envoyé des messages. Et effectivement, bon, si jamais vous avez encore des questions ou quoi que ce soit après, n'hésitez pas. De toute manière, Bernard peut vous mettre en contact. Ça sera avec plaisir. Je sais que ça m'a fait plaisir. Et si ça peut, je sais pas, vous aider d'une manière ou d'une autre. À faire ou à ne pas faire.